Bon, allez, on va démarrer donc sur ce neuvième webinaire de la série. Il y en reste encore deux, un demain sur le milieu aquatique et l'après-midi sur rivage. Donc vous pourrez revoir tous ces webinaires la semaine prochaine. Ils seront mis sur le site de l'Agence de l'eau avec toutes les questions, etc. Vous pourrez aussi poser des questions sur le module questions-réponses qui seront répondues soit par écrit, soit à l'oral si on a le temps en fin de webinaire. Voilà, mais avant tout, on est plus de 100, il y a 174 participants. Pour vous donner une photo de qui est connecté, on va vous proposer un sondage où vous avez à répondre sur d'où vous venez et de quel type de structure vous venez. Je ne sais pas si le sondage est lancé. Voilà, on va vous donner une minute pour répondre à ce sondage. Et ça progresse vite. Il y a déjà 69% qui ont répondu. Où est-ce que je vois les réponses? On est à 70% de réponses. 80%. Donc je pense qu'on peut donner les grandes lignes. Hein. Donc on voit que 66%, vous êtes 100, plus de 100 de collectivités. Après, il y a les établissements publics de l'État, une douzaine de personnes, des bureaux d'études, une douzaine. Voilà. Et vous venez des régions, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes qui est la plus représentée, avec 20%. Ah, les Pays de Loire, peut-être 32% pour les Pays de Loire. Je n'ai pas tout sur mon écran, en fait. Et les Bretons sont 16%. Voilà. Nouvelle-Aquitaine, 12%. Voilà. Donc, une belle représentation du bassin et avec une prédominance collectivité, mais beaucoup d'autres structures, bureaux d'études, associations et autres. Je fais quoi? Fermez la fenêtre. Fermez la fenêtre. Je vois pas où. Voilà. Où est-ce que je fais avancer le webinaire? Ah, c'est là plutôt. Voilà, donc le webinaire sera relatif à la réduction des eaux usées et à la ville perméable. Je suis Vincent Nalin, donc je suis chargé plus de l'aspect ville perméable, eau pluviale. Il y aura d'autres intervenants. Vous voyez Bertrand Olagnon sur plutôt les réseaux, Sandra Parisi sur les stations et les micropolluants et Clémentine Pelletier sur l'autosurveillance des réseaux. Voilà, nous sommes tous de la direction des politiques d'intervention, sachant que vous avez vos correspondants en délégation qui répondront après à vos questions très particulières sur vos cas particuliers, mais qui répondront quand vous les solliciterez, on verra par rivage. Donc le sondage, on a déjà vu. Donc, il y a déjà eu des tournées sur le programme où sans doute certains d'entre vous sont allés, hein, sur les grands enjeux, la construction du programme. Là, on est sur l'enjeu améliorer la qualité des eaux en luttant contre les pollutions de toute origine. Alors, il y a deux sous-enjeux. Nous, on sera sur l'enjeu 1, les pollutions d'origine domestique et industrielle, artisanale. Voilà, activité économique agricole, avec quatre objectifs qui vont être présentés dans ce webinaire. Lutter contre les micropolluants privilégiant la réduction à la source. L'objectif de lutter contre la pollution organique et microbiologique afin de restaurer la qualité des eaux superficielles, côtières, ainsi que les usages sensibles. Objectif 3, améliorer les performances des systèmes d'assainissement. Et l'objectif 4, réduire l'impact des eaux pluviales en privilégiant l'infiltration dans les sols. Alors, on est bien dans ce webinaire sur les modalités pratiques, hein, d'intervention et d'aide financière. Et ces modalités, dans le programme qui est en ligne déjà, il est donné dans des fiches actions, hein, qui sont données ici, les fiches actions que nous allons parcourir avec vous cet après-midi. Donc, PLU1, infiltrer les eaux pluviales, ASS1, traiter et réduire à la source les pollutions d'origine domestique, ASS2, réseau de transfert, ASS3, améliorer le fonctionnement des réseaux, et ASS4, connaître le fonctionnement des systèmes d'assainissement. Donc, ces fiches-là vous donnent la totalité des règles, mais on va vous en donner les principaux éléments et vous pourrez poser des questions. Alors, on va commencer par l'objectif 4, donc la fiche pluviale, rendons la ville perméable, comme nous l'avons écrit dans le programme. Alors, je vous ai mis un petit pictogramme qui résume un petit peu le sujet. Hein. L'assainissement est une notion qui évolue.
On a inventé il y a 200 ans l'assainissement avec des tuyaux, donc la ville entonnoir, le tout tuyau. Avant, les déchets étaient en surface, entraînés par l'eau. Il y a au temps d'Haussmann, etc. Il y a des gens qui ont inventé les poubelles et le tout tuyau. Alors, le problème, c'est que nos villes se sont étendues, sont plus imperméables, et donc on avait des problèmes avec des gros rejets pluviaux qui posent des soucis à ce système. On a commencé à faire des bassins, on les a fait perméables, etc. Et aujourd'hui, ce que je vais essayer de vous inciter, et sur lequel l'agence veut vous inciter, c'est passer à la ville éponge. C'est-à-dire que cette eau n'est plus un déchet, en fait, il ne faut plus la cacher, parce qu'on en a besoin avec le réchauffement climatique, on a besoin de rafraîchir nos villes, on a besoin de végétaliser les villes pour le confort urbain et pour un tas de choses. Donc, voilà un peu le résumé de l'évolution de l'assainissement lié un peu à l'évolution de nos sociétés, du changement climatique. Alors, pour vous donner un peu l'enjeu du sujet, la gestion tuyau pose des soucis. Quand il pleut, vous avez l'image du milieu, on voit que ça déverse. Et puis, on a fait des réseaux séparatifs, mais il n'y a jamais des réseaux totalement séparatifs. Il y a des connexions. Et puis, on peut se demander ce qui circule dans le pluvial aujourd'hui, sur nos routes, etc. En tout cas, sur le déversement de réseau, on estime en Bretagne, selon les années, enfin on mesure 5 à 10 des effluents qui sont déversés sans traitement du fait des à-coups pluviaux. 5 les années sèches et 10 les années humides. Donc c'est considérable vu le rendement aujourd'hui de nos stations d'épuration. Alors pourquoi infiltrer les eaux pluviales? Parce que d'une part, on limite les pollutions, mais on va avoir plein d'autres intérêts. On va travailler sur la réduction des risques d'inondation. On va diminuer le coût de tous les investissements des réseaux. C'est plusieurs dizaines de millions d'euros dans la plupart des collectivités si on voulait réduire ces déversements par la méthode hydraulique. On va aussi réalimenter les nappes phréatiques. On va améliorer le bien-être, la biodiversité dans nos villes, etc. Et puis, on pourrait citer d'autres choses. J'étais hier sur une cour d'école, on va vous dire que les enfants sont plus calmes, travaillent mieux, ont des meilleurs résultats scolaires, etc. On parlait tout à l'heure avec le littoral et peut-être qu'on peut remettre le lien. Les macrodéchets, on a des macrodéchets plastiques, ça aussi c'est une nouvelle thématique de l'assainissement. Alors c'est pas quelque chose qu'on a dans le programme en général, on l'a fait en appel à projet. Et ceux qui s'intéressent à ce sujet des macrodéchets plastiques, il y a un réseau que nous soutenons, qui est animé par l'Office international de l'eau et un autre organisme. Et donc le lien vous sera donné dans le chat. Voilà. Pour vous donner un peu une image, le mieux c'est d'aller sur un site. On va vous montrer une vidéo de Juan qui a été tournée il y a un an ou deux. Juan est engagé dans cette démarche depuis une quinzaine d'années. Je pense que tu peux lancer la vidéo. Une vidéo qui dure 2 minutes, 1 minute 48, avec Céline Larreur. Ça marche ou... T'as un souci? Bon, on le lancera plus tard, à la limite. Je continue? Bon, j'avais prévu aussi quelques images. Bon, après, on ira à Rouen tout à l'heure. Des choses toutes simples. Vous voyez, là, on était à Poitiers il y a en novembre, on avait fait une journée à Poitiers. Vous voyez ce parking assez récent qui a été fait avec des avaloirs. L'eau pluviale qui circule sur ce parking va dans des avaloirs, va au réseau pluvial. Bon, le service aménagement de la ville de Poitiers qui a été sensibilisé a réaménagé ce secteur. Et partout, ils ont fait la même chose. Ils ont bouché les avaloirs et ils ont coupé les bordures pour laisser l'eau aller dans la nature pour le bénéfice de cette nature. Alors bon, on pourrait amener, ils n'ont pas fait travailler les paysagistes, mais voilà. D'autres sujets à Poitiers également. Vous voyez cet endroit qui avait été un endroit pas très ancien, mais bon, ils devaient reprendre les chaussées. Donc ils ont abaissé, vous voyez, l'espace vert qui était au-dessus de la route bizarrement, et puis fait des entrées dans les bordures pour que l'eau puisse. Et ils ont planté des arbres pour rafraîchir aussi la ville et l'améliorer. Vous voyez, voilà comment ils ont prévu ça. Et quand il pleut, ça donne la photo qui est en haut. Vous voyez, c'est pas mal. On pourrait aller à Rennes aussi, si vous vous baladez autour de la gare de Rennes, qui a été beaucoup pacifiée, piétonnisée, etc. Vous voyez, ils en ont profité pour faire des espaces verts. L'eau circule sur la route, elle n'est plus dans un tuyau. Voilà des aménagements intéressants qui, en même temps, pacifient la ville et en même temps remettent de la nature et gèrent une partie des eaux pluviales.
Là, c'est un aménagement à Laval, hein, sur une zone d'aménagement où il y avait une caserne, la caserne Ferrier, qui a été réaménagée en bureau, etc., hein. Donc là, vous voyez, ils ont dirigé les eaux pluviales vers des espaces verts qui sont donc en creux, en fait, hein, en dessous du niveau du terrain. Vous voyez que c'est assez profond parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Mais vous voyez que ça a été paysagé. On pourra y descendre. Il y a des arbres qui sont mis là. Et quand il fera chaud et que les arbres vont pousser, vous aurez plus de 10 degrés d'écart si vous descendez sur ces gradins par rapport à si vous vous promenez sur la place de la ZAC Ferrier. Voilà. On verra peut-être Juan tout à l'heure, mais globalement, voilà ce qu'on veut soutenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut mettre l'eau partout dans la ville. On peut la mettre sur la toiture et la toiture peut déborder, ou la toiture peut tout simplement déborder vers un espace vert. Vous voyez que les espaces verts sont faits en creux parce que la pluie tombe un peu plus vite que ce qu'elle s'infiltre. On peut mettre l'eau donc dans les espaces verts, on peut la mettre dans la structure de chaussée. Je vous ai mis une photo à Rennes qui a fait plusieurs milliers de mètres carrés de route comme ça, hein. La structure de chaussée comprend des vides qui permettent de stocker l'eau le temps qu'elle s'infiltre, hein. On sait faire des chaussées aujourd'hui qui gèrent l'eau et là vous avez des surfaces énormes, beaucoup plus que des espaces verts sans doute en ville. Et puis il y en a même qui vont infiltrer sous les bâtiments. Voilà tout ce qu'on veut aider. Et on a mis des aides prioritaires sur ce sujet-là majoritairement ou d'accompagnement 25%. Alors, on aide tout d'abord l'animation, la communication, la sensibilisation des acteurs avec des subventions de 50%. Vous avez bien compris que c'est un sujet qui dépasse le monde de l'assainissement, de l'eau. Il faut convaincre toutes les gens qui font la ville, hein, qui aménagent la ville, voire les citoyens pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Là, vous avez une photo de l'ONG Bleu Versant à La Rochelle qui ouvre ces jours-ci un espace atelier de l'eau et qui fait des animations dans les écoles, les entreprises et les collectivités. Alors, à l'Agence de l'eau, on aime bien aussi que les dossiers soient bien étudiés pour avoir des bons dossiers. Donc, on vous encourage à faire des études le plus en amont possible et on peut les aider. Donc, en dehors des travaux, bon, il y a des études stratégiques et puis des études d'aide à la décision. On a dit tout à l'heure, hein, c'est une nouvelle façon d'assainir la ville et il n'y a pas tant de... Voilà, il faut travailler sur le sujet et les études sont intéressantes. Donc, on a mis ça aussi au taux prioritaire de 50% avec une majoration même dans les FRR, hein, les zones rurales défavorisées, France Revitalisation Rurale. Donc, il y a une liste de communes qui sera sur notre site, hein. Vous pourrez voir si vous faites partie de ces lieux-là. Voilà. Et enfin, on aide les travaux de déconnexion des eaux pluviales d'un réseau, hein. Ça veut dire qu'on aide uniquement les zones déjà urbanisées, déjà alimentées enfin, desservies par un réseau. Euh, on n'aide pas l'urbanisation nouvelle qui doit se faire d'après les règlements, le stage, etc., de cette façon-là. Et puis, on peut vous aider avec des outils, hein, qui sont sur notre site ou on peut venir dans vos journées de sensibilisation s'il y a besoin pour faire connaître cette nouvelle façon de gérer l'eau et nos aides financières. Alors, j'ai surtout sorti les principales nouveautés du 12e programme par rapport au précédent. C'est un programme qui va être plus incitatif, mais avec une demande de projets plus qualitatifs. Alors, plus incitatif, pourquoi? On avait un coût plafond. Alors, qu'est-ce qu'on aide là-dessus? On aide de l'aménagement urbain. On aide la réfection des chaussées, des toitures, etc., des espaces verts. Quelquefois, c'est difficile de savoir ce qui est pour l'eau, ce qui est pour la modernisation de la ville. Hein, donc, on a des coûts plafonds qui étaient à 33 euros par mètre carré déconnecté d'un réseau. Et là, on passe à 60 euros par mètre carré. Je reviendrai avec un schéma tout à l'heure sur ces surfaces. On aidait au 11e programme essentiellement les réseaux unitaires ou séparatifs avec impact sur des usages sensibles qui sont la baignade, conchyliculture, pêche à pied. On ouvre au 12e programme à tous les réseaux, avec, dans la limite de nos moyens financiers, bien sûr, priorité quand même aux réseaux qui ont un impact prouvé. Par contre, on va vous demander donc des projets plus qualitatifs, avec une forte ambition sur les niveaux de pluie, et pour pas se perdre dans les études hydrauliques, qui sont compliquées à comprendre pour les aménageurs, même si ça n'empêche pas de les faire. Nous, on va retenir les projets. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut stocker l'eau le temps qu'elle s'infiltre. Donc, on va demander qu'il y ait 35 litres d'eau stockée par mètre carré imperméabilisé raccordé à un ouvrage d'infiltration. Donc, c'est des
ça correspond à des pluies assez importantes, mais quand on regarde l'évolution des pluies, ça a été présenté au CGLE la semaine dernière ou la semaine d'avant, euh, les villes qui regardent les radars de pluie ont tous les ans plusieurs pluies centenales très localisées. On a des pluies qui sont de plus en plus violentes, même pas forcément sur tout le territoire, mais on a des pluies sur Rennes, étaient montrées, des pluies centenales. Vous pouvez retourner voir sur le CGLE, les présentations sont en ligne. Voilà, on sait qu'on a des pluies qui augmentent, c'est difficile de se baser voilà, sur les pluies historiques. Donc nous, on a pris pour le deuxième programme, et ça sera peut-être augmenté au programme suivant, 35 litres d'eau par mètre carré imperméabilisé. Je vous montre tout ça dans un schéma sur la diapo suivante. Et alors, je vais dire, on aide les travaux de 25 à 50%. Et bien, pour obtenir le taux prioritaire de 50%, il faut que la majorité de l'eau de surface soit infiltrée sur des aménagements de pleine terre. Pleine terre s'entendant sans obstacle à la végétalisation et au raccordement à la nappe. C'est-à-dire que ce ne sera pas les chaussées perméables, etc. Il faut qu'une majorité de l'eau aille vers donc, des espaces verts de pleine terre. Pourquoi? Parce que c'est là où on a tous les co-bénéfices, c'est là où on a des choses qui sont plus durables. Tout ce qui est enterré, on revient vers des problèmes de réseau qui sont bouchés, dont on ne connaît pas comment leur fonctionnement. Voilà. Et pour les schémas directeurs, on les financera que s'il y a des études de déconnexion à la parcelle, parce que c'est un autre travail que l'étude hydraulique sur les schémas directeurs. Alors pour terminer, alors ça c'est l'image d'une étude de déconnexion à la parcelle. Pour terminer, un exemple sur un schéma. Donc, vous avez la ville existante. Vous voyez, toutes les eaux vont vers des avaloirs. Il y a quand même quelques espaces verts, mais c'est comme ce qu'on voyait tout à l'heure à Poitiers. Il y a des avaloirs devant les espaces verts. Alors, sauf sur la droite, si vous regardez, vous avez sur le trottoir l'un des espaces verts qui recueille l'eau du trottoir ou de la zone qui est sur le bord de la route de ce côté-là. Alors, le projet qui nous est présenté, voilà, c'est souvent comme ça. On va rajouter des espaces verts, supprimer les avaloirs et envoyer l'eau vers ces espaces verts. Alors, nous, on va l'analyser on va regarder 3 types de surfaces. Alors, quelles sont les surfaces nouvellement perméables, qui sont notées 1. Vous voyez les agrandissements d'espaces verts, les nouveaux espaces verts. Et puis, les toitures végétalisées raccordées à un ouvrage d'infiltration, on va considérer que c'est des espaces nouveaux espaces perméables. Une grosse partie de l'eau va partir plutôt dans ce cas-là par évaporation, mais comme sur un espace vert normal. Et voilà, si ça déborde, on voudrait que ça aille vers des zones d'infiltration, éventuellement le sol vers l'espace vert ou des tranchées d'infiltration. Puis vous pouvez avoir aussi des espaces perméables avec des matériaux perméables. C'est le 1 que vous voyez en haut. Je sais pas si on voit ma souris. Voilà, donc les 1, c'est les espaces nouvellement perméables. On va regarder les 2 qui sont les surfaces imperméables, parce qu'on ne peut pas désimperméabiliser toute la ville. On a besoin aussi de zones minéralisées pour circuler, pour différentes choses. Donc les toitures, certains, on va toutes les rendre perméables ou stockantes. Voilà, donc le 2, c'est les surfaces imperméables qui vont s'infiltrer, qui sont renivelées pour aller vers les espaces verts qu'on a vu tout à l'heure, les 1 ou les surfaces d'ailleurs perméables. Vous voyez que là, sur la route, il y a le côté gauche de la route qui a été dirigé vers les espaces verts, où les avaloirs que vous voyez là ont été supprimés. Par contre, côté droit, visiblement, ils n'ont pas voulu, ou alors ils ont un problème de dénivelé, etc. Peut-être que ça monte par là. Ils ont gardé les avaloirs. Donc là, le côté droit de la route, c'est les 3. Alors, est-ce que j'ai les 3? Alors, les 2 qui s'affichent. Et les 3, excusez-moi, je n'ai pas fait progresser, j'ai fait une animation un peu longue. Donc les 3, c'est les surfaces perméables qui existaient déjà. Vous voyez là, il y a une partie qui existait déjà. Là, c'est un espace vert qui existait déjà. Et puis les surfaces imperméables qui sont toujours connectées à un réseau. Alors, les surfaces qu'on va regarder pour calculer notre aide, je vous ai dit qu'il y avait un coût plafond de 60 € par mètre carré déconnecté du réseau. Et bien, ça sera les surfaces nouvellement perméables que vous avez désimperméabilisées, mais aussi, et souvent beaucoup plus, les surfaces 2 qui sont dirigées vers ces espaces perméables et qui vont s'infiltrer sur les espaces qui ont été perméabilisés ou qui étaient déjà perméables. Généralement, il faut au moins 20% de surface perméable, on n'est pas obligé de désimperméabiliser tout. Et puis l'autre surface qu'on va regarder, pour nos 35 litres,
c'est les surfaces imperméables qui sont connectées vers les surfaces perméables. Donc, c'est là-dessus qu'on regardera le ratio de 35 litres. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Je vais laisser la parole à Bertrand ou toi. Les questions, on les verra peut-être à la fin. Je vais répondre peut-être aux questions par écrit si on a le temps. Tu veux que je... On regardera cela. Alors, on peut répondre quelques questions si on a le temps. Vous pensez on est bon? Parce que j'ai un peu... Ne seront pas valorisés ni subventionnés les ouvrages sans stockage, déconnexion de grilles, création d'une noue à la place de réseau. Alors, la noue, si elle est bien faite, elle comprend une partie de stockage. On ne veut pas des noues qui sont juste de transfert. Hein. S'il y a de la pente, il y a des redans, etc. Donc, la noue va avoir un volume avant son débordement. Et c'est ce volume-là sur lequel nous allons regarder le ratio de 35 litres par mètre carré déconnecté. Donc, si vous supprimez des raccordements pour mettre dans des noues, ça peut être aidé, bien sûr. Bon, Denis Rousset, il travaille aussi. Est-ce que les aides à la déconnexion des eaux pluviales, des eaux usées s'appliquent pour les projets chez les particuliers, les collectivités et les entreprises, qu'ils soient en ville, dans les villages ou à la campagne? Alors, effectivement, il y a des aides aux particuliers dans le cadre, on en parlera tout à l'heure, je pense, de convention de mandat, branchement des collectivités. Alors, il faut le regarder dans les objectifs de la collectivité. Nos aides sont gérées par la collectivité avec qui on fait une convention de mandat. On a des aides, bien sûr, pour les activités économiques, parallèlement, hein, qui ont été présentées mardi après-midi, mais c'est les mêmes règles, sauf qu'il y a un sujet d'encadrement européen des aides qui peut se poser, sachant que si vous utilisez des solutions fondées sur la nature, l'encadrement est assez souple. On peut aller jusqu'à nos aides de 50%. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et on aide bien sûr dans les villes et les villages ou à la campagne. Les ouvrages sans stockage, ça a déjà été répondu. Bonjour, les bailleurs sociaux sont-ils éligibles à ces aides? Bien sûr, hein, les bailleurs sociaux sont éligibles à ces aides. On a des webinaires qui sont en train de se monter spécifiques aux bailleurs sociaux pour leur montrer vraiment ce qu'on peut faire dans les bailleurs sociaux. Quid des parkings perméables drainants? Leur mise en place est-elle aidée? Oui, s'il y a donc sous la perméabilité une fondation stockante que vous aviez tout à l'heure sur la photo, hein, des graves avec de la porosité qui permet de stocker l'eau le temps qu'elle s'infiltre. Donc, exactement pareil. Par contre, là, on n'est pas sur une solution pleine terre, donc on sera sur un taux à 25% si majoritairement le projet est uniquement de la chaussée perméable. S'il y a chaussée perméable et espace vert, ben, là, on regardera ce qui est majoritaire. Les OGEC, hein, les OGEC pour les cours d'école ou une entreprise pour les espaces extérieurs peuvent effectuer des demandes d'aide auprès de l'agence. Bien sûr, on a aidé déjà beaucoup d'OGEC, mais on les traitera comme des activités économiques. Hein. Les OGEC, c'est les organismes de gestion des écoles privées. Donc, on peut les aider. Par contre, on a les contraintes de l'encadrement européen des aides aux activités économiques. Voilà, je pense que je peux laisser la parole à mes... Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je reste dans la salle, je peux revenir à la fin et je peux répondre par écrit. Bonjour à tous. Donc, je suis Bertrand Lagnon. Je m'occupe de réseaux d'assainissement en particulier, donc à l'agence de l'eau, au siège à Orléans. Alors, Vincent vous a parlé hein, d'améliorer le fonctionnement des systèmes d'assainissement en travaillant à la source, c'est-à-dire en récupérant les eaux pluviales à l'endroit où elles tombent, en les infiltrant au maximum de manière à renaturer la ville. Là, je vais vous parler des techniques qu'on appellerait un peu plus grises, hein, c'est-à-dire les techniques habituelles qu'on connaît depuis très longtemps, les réseaux, les stations, qui répondent aux objectifs 2 et 3. Alors, l'objectif 2, je le rappelle, hein, c'est lutter contre les pollutions organiques et microbiologiques afin de restaurer la qualité des eaux superficielles et côtières et les usages sensibles. Là, on focalise nos aides sur nos cibles.
Peut-être certains d'entre vous étaient présents tout à l'heure à la présentation sur le littoral. Et si c'était le cas, vous avez pu constater donc qu'il y avait 200, à peu près 200, je crois même 207 cibles littorales qui avaient été identifiées. Et donc, on va effectivement axer nos aides sur les systèmes d'assainissement qui apparaissent comme étant prioritaires vis-à-vis de la dégradation de ces cibles. Et par ailleurs, donc sur la pollution organique et organique, hein, on va travailler sur les masses d'eau superficielles et en particulier plutôt les masses d'eau de cours d'eau. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Et puis il y a l'objectif 3 qui concerne l'amélioration des performances des systèmes d'assainissement. Ça veut dire que on peut toujours financer des opérations qui vont permettre d'améliorer les performances et de la station et du réseau de manière à réduire les rejets polluants au milieu naturel. Il y a toujours moyen de le faire, et notamment dans le cadre de la mise en conformité RU, par exemple. On peut très bien être en situation où notre système d'assainissement n'est pas prioritaire au titre des cibles qu'on a identifiées, mais on pourra quand même aider sa mise en conformité RU. Alors, très rapidement, bon, cette diapo résume à peu près toutes les aides sur la partie assainissement des collectivités. Et j'ai rappelé donc les fiches actions concernées, donc avec la S1 sur les stations, la S2, la S3 et la S4 sur l'autosurveillance. Alors, les études d'aide à la décision, au premier chef d'entre elles, les schémas directeurs d'assainissement, qui sont, je vais le dire un petit peu après, qui sont notre outil principal pour définir l'éligibilité des projets. Donc, on continue à aider les études à 50%. L'autosurveillance, on continue également à l'aider à 50%. Là où il y a des modifications, c'est en rouge. Pour tout ce qui concerne les travaux d'amélioration, de reconstruction des stations, des transferts associés et des travaux d'amélioration des réseaux, on a un taux de base qui est passé de 30% à 25%. Toutefois, on a toujours une majoration pour les communes qui sont situées en FRR. FRR, c'est le rempli, ça veut dire France Ruralité Revitalisation. C'est le zonage qui remplace le zonage ZRR, hein, si vous vous souvenez, sur notre 11e programme. C'est un zonage à peu près équivalent. Je ne vais pas m'appesantir sur ce sujet, on y reviendra un petit peu après. Et puis, on complète pour avoir un taux à 50% pour les systèmes d'assainissement prioritaires, avec en 2026, et ça c'était une chose importante, après avoir signé un accord de territoire. Alors, l'accord de territoire, c'est un outil que l'on voudrait promouvoir pour pouvoir gérer l'ensemble des pollutions, comment dire, des bon, bref. Ouais, enfin, en tout cas, les pollutions et tout ce qui va dégrader les milieux naturels, notamment. Et donc, on en parlera un petit peu après. Ça a été abordé d'ailleurs à la session précédente avec le littoral. Et puis, bien sûr, on maintient une dégressivité en cas de non-conformité RU pour tout ce qui concerne les travaux liés aux stations de traitement des eaux usées et des transferts associés. Cette dégressivité n'a pas lieu d'être pour le moment. On ne l'a pas appliquée pour tout ce qui est réseau d'assainissement. Peut-être que ça viendra un jour dans un prochain programme, peut-être à la révision, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas à l'ordre du jour. Et puis en ce qui concerne toute la problématique branchement, c'est-à-dire diagnostic, contrôle de branchement, mise en conformité de branchement et animation, on continue à financer à 50%. Et il y a une nouveauté, c'est qu'on va poser des boîtes de branchement en cas d'absence pour pouvoir effectuer les contrôles diagnostiques. Alors une chose importante, c'est qu'on arrête les aides à l'ANC, à l'extension des réseaux et aux études de zonage collectif, non collectif. Pourquoi? Parce qu'on avait très peu de dossiers. Et il s'agit d'un enjeu qui est finalement assez faible pour l'agence. L'enjeu étant aujourd'hui de réduire les déversements des réseaux. Mon collègue Vincent Nalin a évoqué tout à l'heure donc un taux de déversement
qui peut aller de 5 à 10% en fonction des années, qu'elles soient pluvieuses ou plutôt sèches. Alors, je vous ai parlé des systèmes d'assainissement prioritaires. Donc, voici une carte qui a été établie dans le cadre de la validation d'une première liste de systèmes d'assainissement prioritaires sur le bassin Loire-Bretagne, donc pour la période 2025-2030. Vous avez donc en violet sur la gauche toute la façade littorale. Ce sont tous les systèmes d'assainissement prioritaires qui permettront, on l'espère, d'améliorer la qualité des cibles d'usage sensible qui vous ont été présentées tout à l'heure, avant cette session. Et puis, vous avez à l'intérieur du bassin des systèmes d'assainissement prioritaires qui ont été identifiés comme particulièrement importants à, à- à établir pour cette première année du programme. Ce que l'on voudrait faire, c'est enrichir notre liste de systèmes d'assainissement prioritaires après la concertation qui a lieu sur l'état des lieux. Cette concertation, je le rappelle pour ceux qui le savent et puis que je vais vous l'apprendre pour ceux qui ne le savent pas, elle a commencé en décembre et se terminera en mars 2025. Et donc, suite à cette concertation technique, on pourra identifier toutes les masses d'eau qui sont à risque macropolluant vis-à-vis des rejets ponctuels de macropolluants. Et donc, vraisemblablement, on enrichira notre liste de systèmes d'assainissement prioritaires, surtout sur les eaux continentales, et particulièrement sur les masses d'eau de cours d'eau. Donc aujourd'hui, on a 275 SAP aujourd'hui, votés par le CA du mois de décembre, et on travaillera, et les délégations, je pense, travailleront avec les DDT et les DREAL au niveau local pour enrichir cette liste dans le courant de l'année 2025. Alors, il y a une chose qui est importante à signaler, c'est que on a un taux prioritaire, c'est comme ça que c'est indiqué dans la fiche action, on applique le taux prioritaire pour les opérations qui sont sur un système d'assainissement faisant partie de la liste des systèmes prioritaires et concourant à la restauration de la qualité des eaux de la cible ayant motivé le classement. Là, il y a une chose qui est nouvelle, c'est cette notion de cible. Alors, j'en ai parlé un instant avec les cibles littorales, mais on a également des cibles, masse d'eau de cours d'eau pour les eaux continentales. Et donc, avant, on avait une liste de systèmes d'assainissement prioritaires sans fixer nécessairement de cibles associées. Aujourd'hui, on va essayer de cibler nos aides là où c'est le plus nécessaire, c'est-à-dire sur les travaux qui vont permettre de réduire les rejets dans la cible concernée. Il y a deux sortes de cibles, je l'ai dit, les cibles microbiologiques et les cibles masse d'eau vis-à-vis des macropolluants. En ce qui concerne les travaux réseau, vis-à-vis des cibles microbiologiques, qu'est-ce qu'on va viser? On va viser les travaux visant une réduction des rejets directs, tels que requis dans le plan d'action du profil de vulnérabilité ou de baignade. Et toujours vis-à-vis des cibles microbiologiques, qu'est-ce qu'on va demander au niveau de l'ASTE? On va bonifier les travaux qui visent un traitement spécifique de la microbiologie, tel que requis également dans le plan d'action du profil de baignade ou de vulnérabilité. Voilà. En ce qui concerne les cibles masse d'eau, alors les cibles masse d'eau peuvent être affectées à différents degrés par les macropolluants. Mais on s'est rendu compte que le principal facteur de pression, c'est le phosphore. Et donc, on va s'attaquer prioritairement au phosphore. Et de quelle manière? Eh bien, pour les travaux sur les réseaux, on pourra bonifier nos aides si les travaux sont associés à un traitement spécifique du phosphore à la station, ou bien une alternative qui serait équivalente, du type zéro rejet, report des rejets sur une masse d'eau qui n'est pas cible, transfert vers une station qui répond à un objectif de traitement avec traitement du phosphore, etc. Et en ce qui concerne la station, ne financera avec un taux bonifié que les travaux qui conduisent à un traitement spécifique du phosphore à la station, ou bien alternative équivalente. Voilà. Et juste pour vous présenter la manière dont c'est présenté, donc vous avez la liste des systèmes d'assainissement prioritaires est d'ores et déjà disponible sur la délibération du conseil d'administration de l'agence du 12 décembre 2024, donc directement accessible sur notre site. Et normalement, dès que le site aide de redevance sera mis en place, vous aurez évidemment
toute la liste des systèmes d'assainissement et des cibles associées. Donc, vous voyez, au 11e programme, on avait que les 4 premières colonnes. Au 12e programme, on ajoute 2 colonnes avec les cibles d'une part, baignade, pêche à pied, conchiliculture, et les cibles masse d'eau. Alors, pour les accords de territoire, je vais laisser la parole à Sandra. Bonjour à tous. Alors, donc moi, je vais vous présenter les principes généraux de l'accord de territoire. Donc, cet accord sera obligatoire à partir de 2026 pour obtenir le taux d'aide de 50% pour les travaux réseaux et stations sur les SAP, systèmes d'assainissement prioritaire. Ce qui veut dire que sans accord, à partir de 2026, les travaux cibles sur les SAP seront financés à 25%. Cet accord donc, est conclu à la suite d'une concertation entre l'Agence de l'eau et le coordinateur principal de la démarche. Donc, dans notre cas, il s'agit de l'EPCI. Donc, le but, il formalise une stratégie à l'échelle du SAP. Cette stratégie doit permettre de répondre à vos besoins, mais aussi aux priorités de l'agence, que sont la réduction des rejets polluants, y compris les micropolluants, et l'infiltration des eaux pluviales. Pour l'ensemble de ces sujets, l'accord doit fixer une programmation financière d'action et un accord de réalisation sur 3 ans. Ce qui est important, l'accord de territoire prévoit des indicateurs de suivi technique et financier et des règles partagées définissant l'efficience attendue. Cela veut dire qu'au 12e programme, nous serons exigeants quant au respect du calendrier d'action et des indicateurs de suivi fixés dans l'accord. Et en cas de non-respect des termes de l'accord, nous supprimerons le taux d'aide prioritaire pour revenir au taux d'accompagnement de 25%. Nous ne demanderons pas le remboursement des aides déjà accordées au taux de 50%, mais nous financerons au taux de 25% les actions initialement prévues dans l'accord, non réalisées dans les temps. Voilà. Au 11e programme, il est vrai qu'on a souvent eu des accords de territoire affichant des programmes assez ambitieux, nous obligeons à réserver des fonds financiers finalement pour des actions non réalisées, alors qu'on aurait pu, nous aurions pu affecter ces fonds à d'autres projets. Diapo suivante, donc le zonage France Ruralité FRR. Donc, au 12e programme, l'Agence de l'eau maintient, au titre de la solidarité urbain-rurale, la majoration du taux d'aide de 10 points, donc pour les travaux sur les réseaux, sur les stations, pour les travaux d'autosurveillance et pour les études et travaux visant l'infiltration des eaux pluviales urbaines. Désormais, donc, c'est ce zonage récent France Ruralité et Revitalisation qui s'applique pour soutenir, dans le but de soutenir les territoires ruraux économiquement fragiles. Donc, à l'écran figure la carte de ce zonage en bleu. Vous observerez que le territoire géographique est important. Pour autant, il concerne 30% des habitants du bassin Loire-Bretagne. Donc, vous pourrez retrouver prochainement sur notre site internet la liste des communes concernées. Si vous le souhaitez avoir l'info dès à présent, vous pouvez, mon collègue va le mettre dans le chat, vous rendre sur le site entreprendre-service-public.fr. Un dernier point à ce sujet, en 2025, il faut noter que nous maintenons la majoration de plus 10 points pour les communes qui étaient dans l'ancien zonage ZRR, mais qui sortent du zonage FRR. Alors, les bénéficiaires de nos aides au titre des études et travaux partie publique du système d'assainissement. Donc, les bénéficiaires sont les bénéficiaires publics ne pratiquant pas d'activité économique et hors délégataires de services publics. Ce dernier point donc, est nouveau, c'est la décision, cette décision donc, une décision a été prise de ne plus financer les demandes d'aide déposées par les délégataires. Seules les collectivités peuvent déposer une demande d'aide à l'agence de l'eau. En conséquence, quand une collectivité a délégué la gestion de son assainissement, c'est elle qui doit déposer la demande d'aide à l'agence après avoir réalisé un marché public d'appel d'offres pour choisir le meilleur candidat. Son délégataire peut tout à fait candidater, mais il est mis en concurrence avec d'autres entreprises. Voilà, nous avons pris cette décision à la suite d'un constat, c'est-à-dire que pour une même nature de travaux,
les coûts annoncés par les délégataires sont plus élevés. Et on a observé également ce fait, même pour les études. On passe la parole à Bertrand pour les conditions d'éligibilité. Alors, en ce qui concerne les conditions d'éligibilité, donc au niveau des études d'aide à la décision, et en premier chef d'entre elles, le schéma directeur d'assainissement, ces études sont réalisées par un organisme extérieur et indépendant de la collectivité et de son délégataire. Alors, l'organisme extérieur et indépendant de la collectivité, ça c'était présent dans le précédent programme. Ce qu'on a ajouté là également, c'est la partie délégataire. Et le prestataire du délégataire est également exclu. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, par là, on essaye d'avoir des études qui soient les plus objectives possibles, malheureusement, par rapport à cela. Alors, pour tout ce qui est travaux, animation, diagnostic de branchement, etc., les conditions d'éligibilité reposent avant tout donc sur les opérations prioritaires du schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées, qui doit lui-même reposer sur un diagnostic de moins de 10 ans. Attention, un programme pluriannuel d'investissement n'est pas un schéma directeur d'assainissement. Un schéma directeur d'assainissement comporte une programmation d'action, mais pas que. Et surtout, il repose sur cette fameuse étude de diagnostic qui permet de bien comprendre le fonctionnement du réseau, puisque vous savez bien qu'un système d'assainissement, c'est un système de vases communicants. On ne peut pas intervenir sur une partie du système sans qu'il y ait des répercussions par ailleurs sur le système. Donc ça, c'est une chose importante, hein. Et seul le schéma directeur d'assainissement est capable de garantir, en fait, une programmation d'action qui soit conforme au fonctionnement du système d'assainissement sans contribuer à augmenter ces dysfonctionnements. Alors, en ce qui concerne donc le prix minimum du service public de l'assainissement, le renseignement 6PA, tout ça, ça s'est maintenu. Vous vous souvenez également que la charge en DCO de la STE d'origine et de la STE d'accueil doit être inférieure à 50% pour l'industriel le plus polluant et 70% pour l'ensemble des industriels. Ça concerne nos fiches actions AS1, AS2, stations et réseaux de transfert. Et puis, pour les réseaux de transfert, vous saviez qu'on limitait, on avait un linéaire d'exclusion de 7 mètres linéaires par équivalent habitant. On le couple, ce linéaire d'exclusion, avec un linéaire d'exclusion de 5000 mètres. C'est-à-dire qu'au-delà de 5 km de transfert, on ne financera ni le transfert ni la station. Et puis, en cas de regroupement de stations de traitement, on maintient donc la nécessité de faire en sorte que les performances de la STE et du réseau d'accueil soient conformes à la réglementation, bien sûr, c'est une évidence, que l'étude technico-économique environnementale soit réalisée pour bien faire connaître au maître d'ouvrage tous les tenants et les aboutissants, hein, d'une suppression d'une ou plusieurs stations. Et pour l'aider aussi vis-à-vis du réchauffement climatique, il faudra qu'il fasse une ACV, une analyse du cycle de vie pour les systèmes d'assainissement de plus de 2000 équivalents habitants. Et puis toujours, ne pas augmenter le nombre d'opérateurs sur le système d'assainissement quand on supprime des stations. Alors, juste pour rappeler que sur notre site Internet, on a un guide pratique pour élaborer les diagnostics et schémas directeurs d'assainissement collectif des eaux usées. Donc, il est tout à fait accessible sur notre site. Ensuite, je laisse la parole à Clémentine Pelletier pour la partie éligibilité, conditions d'éligibilité pour l'autosurveillance. Clémentine, c'est à toi. Merci Bertrand. Bonjour à tous. Donc Clémentine Pelletier, je suis en charge de l'autosurveillance système d'assainissement, donc qui comprend à la fois les stations d'épuration et le réseau. Donc en ce qui concerne les conditions d'éligibilité de l'autosurveillance en termes de points réglementaires, donc d'équipements réglementaires, il faudra qu'il y ait, enfin, il faut un programme de travaux global qui porte à la fois sur les points réglementaires, donc sur les points réglementaires, exigences locales et nationales,
Et ce programme doit être établi en concertation avec les services de l'État en charge de la police de l'eau. En ce qui concerne les systèmes d'assainissement de moins de 2000 équivalents habitants, le projet objet de la demande doit permettre d'équiper au minimum tous les points de mesure réglementaires relevant des exigences nationales, locales et dans le cadre technique de l'agence. Pour les points réseau, euh, il doit y avoir un acte administratif, donc ça correspond à un courrier du service de police de l'eau, un arrêté préfectoral, le manuel d'autosurveillance signé par la DDT, qui validera pour chaque point concerné la localisation et le niveau d'équipement. Le dernier point pour les travaux d'équipement réglementaire concerne la fiabilisation. Donc, ça veut dire qu'il faudra que le dispositif ait été jugé non fiable par l'agence de l'eau pour pouvoir prétendre à une aide. Nous avons rajouté dans cette fiche les travaux d'équipement complémentaires, donc la métrologie complémentaire à l'autosurveillance réglementaire. Donc, c'est de la même façon que dans la fiche, enfin dans les fiches présentées par Bertrand, euh, il faudra que, enfin, les opérations pardon, prioritaires, il faudra qu'il y ait un SDA euh, avec un diagnostic de moins de 10 ans pour pouvoir y prétendre. Je repasse la parole à Bertrand. C'est bon. Donc, en ce qui concerne le cadre technique de réalisation du projet, cette fois-ci, donc là, je vais faire un focus sur la partie réseau d'assainissement et notamment la qualité de pose et de rénovation des réseaux. Alors bien sûr, hein, respect des fascicules 70.1 et 71 du CCTG, qui ont été améliorés puisque les dernières versions ont été signées en fin 2021. Et ces versions-là sont beaucoup plus complètes et homogènes, donc on s'appuie vraiment dessus. On applique ça depuis 2022, la charte qualité nationale, hein, que vous avez sur le site de l'AST, avec notamment 3 points importants. C'est la réalisation des études préalables et notamment géotechniques. Donc, on pourrait être amené à vérifier l'existence de ces études géotechniques qui sont garantes, en fait, du bon déroulement du chantier et pour ne pas s'exposer à des surprises en cours de chantier qui pourraient déboucher sur des avenants, voire des malfaçons. On en a vu. La valeur technique de l'offre doit être le critère prépondérant dans le choix de l'entreprise de travaux. Et puis, entre autres, 2 ordres de service, un pour la préparation du chantier et un pour les travaux. Alors, vous le savez bien, les contrôles de réception doivent être réalisés par un organisme accrédité indépendant de l'entreprise chargée des travaux et le cas échéant du maître d'œuvre et de l'assistant à maître d'ouvrage. Ça, c'est l'article 10 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié. Mais ça date de bien plus loin, hein, ça date de l'arrêté de 2007. Alors, les contrôles d'étanchéité doivent inclure les boîtes de branchement et les branchements. L'idée, en fait, le problème, hein, le problème auquel on est confronté, c'est que lorsqu'on fait de la rénovation interne de réseau, eh bien, on va faire souvent les essais d'étanchéité, d'ailleurs les ITV également, avant d'ouvrir les branchements. Or, ce qui nous intéresse, c'est bien l'étanchéité non seulement de la conduite, mais également de la conduite et de son environnement direct avec les branchements. Et notamment, hein, vous savez bien que la jonction entre le branchement et la canalisation peut ne pas être étanche. Donc, il faut être très rigoureux et on essaye hein, de vous pousser à l'être également en incluant donc les branchements dans les contrôles d'étanchéité. Et donc, je rappelle hein, que depuis 2022, on impose que le chemisage soit réalisé selon le guide AST de juin 2017 et contrôlé par un laboratoire accrédité pour les épaisseurs et les essais de friction 3 points
selon la norme ISO 11296-4 et qui doivent intégrer les caractéristiques des produits selon les DTA. Aujourd'hui, donc, on est assez. Bon, il y a deux laboratoires en France, hein, qui sont accrédités pour faire ce travail. L'ASTE a réuni un groupe de travail, je le dis pour information, pour préciser les conditions d'échantillonnage des canalisations, hein, réalisées en chemisage. Alors, ça ne passe plus. Très bien. Alors, si vous avez déposé déjà des demandes d'aide à l'agence depuis 2022, vous avez dû remplir une fiche d'engagement, hein, en tant que maître d'ouvrage, donc un engagement à l'appui de la demande d'aide pour réaliser les réseaux d'assainissement selon les règles de l'art telles qu'elles sont fixées dans nos fiches actions. Alors, vous avez donc effectivement un 3 pages avec un volet qui concerne les engagements du maître d'ouvrage, qui reprend les éléments de la fiche action, les éléments de la charte, etc. Et puis un rappel des règles techniques. Si je regarde un petit peu en détail, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? On a rajouté un engagement sur l'obligation de fournir les pièces après solde. Sachez qu'à défaut, on vous demandera de refaire les contrôles de réception après solde. Au moment où on vous demandera, où on fera un contrôle de conformité, donc après solde, sur un échantillon de dossier pour vérifier que les travaux ont été faits selon les règles de l'art. Et à défaut de fournir ces contrôles, donc, il y aura un remboursement, on demandera un remboursement total de l'aide. Et puis, une nouveauté également, c'est que vous savez que les essais de compactage et les essais d'étanchéité sont bien normés. Il y a des essais conformes et des essais non conformes, alors que ça n'est pas le cas au niveau des ITV et des contrôles visuels, puisque vous savez que la norme 13508.2 et A1 définit des anomalies, mais ne dit pas si ces anomalies sont acceptables ou non acceptables. C'est le maître d'œuvre qui prend sa décision. Nous, on a listé dans notre document, on a listé l'ensemble des anomalies qui figurent dans le fascicule 70 et le fascicule 71, et on va considérer que ces anomalies ne sont pas acceptées par l'agence, ne sont pas acceptables. Des liens utiles, hein, sur la charte qualité. Donc, vous l'avez il y a deux liens utiles sur le site de l'ASTE. Donc, la charte qualité. Et puis, une nouveauté qui date du mois de décembre. Les contrôles de réception des réseaux d'assainissement neufs font l'objet, enfin, on a actualisé donc des CCTP, hein, pour les essais de compactage, hein, les ITV et les essais d'étanchéité. Donc, ces CCTP, je vous invite à les utiliser. Ils sont sur le site de l'ASTE. Alors, néanmoins, il faudra les compléter par moment, je pense aux essais d'étanchéité, pour tenir compte des éléments que je vous ai indiqués tout à l'heure par rapport à la rénovation, hein, par chemisage et la prise en compte des branchements dans les essais d'étanchéité. Voilà. Je redonne la parole à Clémentine pour la partie focus, hein, sur l'autosurveillance. Merci Bertrand. Donc oui, un petit rappel sur l'autosurveillance parce que pour pouvoir travailler les données, il faut évidemment qu'on puisse les quantifier, les mesurer de façon fiable. Donc un petit rappel réglementaire. À la base, l'autosurveillance euh, est rappelée par le Code général des collectivités territoriales et par l'arrêté du 21 juillet 2015 qui du coup a été modifié tout récemment le 24 décembre 2024. Donc je vous invite à vous y référer si jamais vous auriez des doutes, des questions. N'hésitez pas. Dans tous les cas, nous restons également disponibles, hein, si vous avez besoin de renseignements. Et dans tous les projets que vous allez déposer auprès de nos collègues en délégation,
Je rappelle un point important, c'est vraiment de transmettre le synoptique du projet en amont des travaux en ce qui concerne les points d'autosurveillance, donc que ça soit logique ou réglementaire, parce qu'évidemment, si finalement les travaux viennent à être effectués et qu'au final on s'aperçoit que les points sont mal localisés, ça serait quand même dommage de devoir tout redéplacer, de réinvestir des finances derrière. Et surtout, qu'on vous mette une autosurveillance incorrecte avec les conséquences que ça peut avoir, notamment avec la police de l'eau qui pourrait à terme mettre votre système d'assainissement non conforme. Voilà, c'est tout pour cette diapo. Voilà. En ce qui concerne les conditions particulières d'octroi de l'aide, euh, donc, très rapidement, ce qui est en noir, hein, c'est ce qui existait préalablement, donc les essais de garantie pour les stations. Pour les stations de plus de 10 000, faire les campagnes d'analyse micropolluant 2022, enfin avoir fait la campagne d'analyse micropolluant 2022 dans le cadre du RSDE. Pour les réseaux, vous avez besoin des PV de réception sans réserve ou après le levé des réserves. Hein, ce sont les formulaires CERFA, EXE6 et EXE9 que vous connaissez. Une nouveauté, c'est une attestation de réalisation des contrôles des réceptions selon le modèle agence. Donc, en fait, on enfonce le clou hein, sur la qualité de pose et de rénovation des réseaux. Pourquoi? En fait, parce que on s'est rendu compte au niveau des contrôles de conformité qu'il y avait beaucoup d'ouvrages qui ne sont pas conformes à nos spécifications techniques. Donc, la gestion patrimoniale commence par une pose en bonne et due forme hein, des réseaux d'assainissement. Euh, Nous, agence, on n'a pas tellement envie d'être amené assez rapidement après la pose du réseau à refinancer, on ne le fera pas de toute façon, hein, mais en tout cas, vous pourrez être amené à devoir refinancer votre réseau s'il y a des fuites, des tassements différentiels, etc. En ce qui concerne les diagnostics de branchement, on va introduire un rapport synthétique hein, pour faire, afin de statistiques hein, surtout, et puis pour connaître hein, c'est une pièce de solde tout simplement. En ce qui concerne la mise en conformité des branchements et l'animation, on a toujours un bilan récapitulatif hein, qui est basé sur le bilan, une des annexes de la convention de mandat. On aura toujours besoin du manuel d'autosurveillance pour le système d'assainissement de plus de 2000, un rapport de contrôle de réception du dispositif d'autosurveillance selon la grille AELB réalisé par un organisme indépendant. Et enfin, ce qui est nouveau, c'est une bancarisation des données d'autosurveillance et transmission sous verso pour pouvoir donc bénéficier du solde de l'aide. Voilà. Et enfin, moi j'en termine hein, sur un focus sur la pièce de solde. Hein. C'est la nouvelle pièce sur l'attestation relative à la qualité d'exécution des réseaux et au contrôle de réception. Elle a cette allure-là, où on rappelle hein, que vous devez avoir réalisé les ouvrages selon le référentiel technique de l'agence et réaliser les contrôles également selon ce référentiel et de l'agence et de la réglementation nationale. Donc, c'est un document que vous devrez signer et dater. Voilà, pour pouvoir obtenir l'aide de l'agence au solde. Voilà, je vais repasser la parole à Sandra pour la partie micropolluant. Bien, donc je vais évoquer l'objectif premier hein, du 12e programme au titre de la réduction de la pollution, à savoir la lutte contre les micropolluants en privilégiant leur réduction à la source. Donc, les aides financières au 12e programme sont identiques à celles du 11e programme, à savoir, donc nous continuons à financer les campagnes d'analyse pour la recherche de substances dangereuses pour l'eau, que ce soit les analyses sur la file eau et la file boue,
La campagne en cours, hein, RSDE, donc la campagne RSDE 2022 est toujours en cours. La prochaine sera en 2028. Un point d'info, le ministère devrait publier dans les semaines qui viennent un arrêté pour la recherche de PFAS, de 20 ou 28 substances PFAS en entrée et sortie de stations. 3 campagnes sont attendues. Donc je pense que l'agence va probablement les financer. Donc on attend l'arrêté, la publication de l'arrêté ministériel pour se prononcer de façon plus précise sur le sujet. Nous continuons à financer le diagnostic amont qui vise à identifier les potentiels émetteurs de substances retrouvées en quantité significative au moment de la campagne d'analyse dans l'eau et pour les substances également détectées dans les boues. Nous finançons également donc, les plans d'action que vous pourriez engager sous maîtrise d'ouvrage collectivité. Hein, on peut vous aider, par exemple, à engager, à financer des travaux au niveau des ateliers, hein, des services techniques mécaniques. On peut également vous aider à modifier les arrêtés d'autorisation de rejet au réseau afin d'intégrer un paragraphe micropolluant pour les industriels qui auraient été identifiés comme émetteurs. On peut également, alors donc, ces 3 opérations sont toujours financées à 50%, pardon, sans coût plafond. On peut également financer donc, et vous aider à engager une communication ou à recruter un animateur pour mettre en place hein, et accompagner le déploiement du plan d'action qui aura été défini lors du diagnostic amont. On finance toujours à 50%. Donc la cellule, par contre, on a pour la cellule animation donc un coût plafond pour le salaire et un forfait de fonctionnement attribué pour le fonctionnement de la cellule. Concernant les coûts de communication, on a également un coût plafond de l'ordre de 22 000 euros par an. Ce n'est pas de l'ordre de 22 000 euros par an. L'objectif pour l'agence serait de voir émerger 6 plans d'action de réduction des micropolluants portés par les collectivités par an. Ah oui, un dernier point, donc on l'a bien clairement écrit dans nos modalités et dans la fiche ASS1, nous ne financerons pas les travaux spécifiques de traitement des micropolluants, que la DERU appelle le traitement quaternaire, puisque comme la DERU le prévoit, hein, ça relève de la responsabilité élargie des producteurs, donc de la REP, de l'industrie pharmaceutique de médicaments à usage humain et de l'industrie de la cosmétique, qui devrait accorder un taux d'aide de 80%. Pour les bénéficiaires des aides au titre de la réduction à la source des micropolluants, le type de bénéficiaires, ce sont les bénéficiaires publics ne pratiquant pas d'activité économique et hors délégataires de services publics pour les campagnes, diagnostics, plans d'action et animation. Donc, bien que le RSDE s'impose aux collectivités qui possèdent une ou plusieurs stations supérieures à 10 000 EH, à l'agence, nous pouvons tout à fait financer ce type d'action engagée par des collectivités sur des stations inférieures à 10 000 EH, hein, si vous souhaitez explorer le sujet de la problématique des micropolluants. Donc, ne pas hésiter à nous adresser des demandes d'aide, même pour des stations inférieures à 10 000 EH. Donc là, ce tableau un petit peu chargé. Donc, il s'agit, donc, première colonne, les opérations, les 4 types d'opérations aidées. Deuxième colonne, les conditions d'éligibilité pour l'instruction de la demande d'aide. Et la dernière colonne, donc les conditions d'octroi de l'aide pour le solde. C'est des conditions supplémentaires, hein, bien entendu, factures et RIB sont toujours demandées. Mais là, il s'agit de zoomer hein, sur les conditions particulières d'octroi de l'aide que nous exigeons. Donc, pour les campagnes d'analyse, on souhaite, pour l'instruction de la demande et l'éligibilité de votre demande, que vous respectiez la note de cadrage ministérielle ainsi que le guide technique de l'Agence de l'eau, donc avec une analyse à prévoir sur la file eau et la file boue. Concernant le diagamon, on souhaite que vous ayez bénéficié d'une aide de l'agence sur la campagne d'analyse ou pas. On souhaite que vous ayez bancarisé hein, le résultat, les données hein, de la campagne au format cendre sur le portail national Verso. Et on souhaite que ce diagnostic amont prévoit bien d'identifier les potentiels émetteurs de micropolluants, que ce soit sur les substances, les micropolluants quantifiés, mesurés en quantité significative dans les eaux, mais aussi les substances détectées dans les boues.
Pour la campagne, je reviens, hein, les conditions de solde, j'ai oublié les conditions d'octroi, pardon, du solde. Pour la campagne, on souhaite effectivement que les analyses que vous aurez obtenues lors de la campagne soient bancarisées au format SAN et que vous nous envoyiez un rapport synthétique. Pour le DIAG, il nous faut bien entendu pour le solde le rapport d'études. Concernant l'opération donc, de la mise en œuvre et du suivi d'action de réduction à la source, on impose à l'instruction le renseignement de l'Observatoire national 6PA, pas de conditions particulières. Et pour la partie animation et communication, on souhaite que le programme que vous envisagez de communication ou d'animation fasse l'objet d'une feuille de route partagée par avec l'agence de l'eau. Et enfin, donc les conditions d'octroi pour l'animation et la communication, il nous faut un bilan technique et financier annuel des actions d'animation réalisées. Vous aurez sur le site internet de l'agence un modèle type, que ce soit pour la feuille de route ou le bilan technique attendu chaque année par l'agence. Alors, un petit point pour ceux qui ne sont pas au courant. Nous avons créé en 2023 un réseau d'échanges micropolluants à destination des collectivités du bassin. Ce réseau est animé par Aquanova, ex-Poldrim. Le poste et les missions d'animation sont financées à 50% par l'agence de l'eau et à 50% par les collectivités qui sont membres de ce réseau. Donc, je vous ai indiqué, le coût d'adhésion varie de 800 à 1400 euros par an pour les collectivités, selon la capacité de traitement de là ou de leur station. J'ai indiqué un lien pour en savoir plus et éventuellement, si vous souhaitez adhérer à ce réseau. Juste un petit mot complémentaire. À ce jour, on a une trentaine de collectivités membres de ce réseau au niveau du bassin Loire-Bretagne. Juste aussi quelques petits exemples de réalisation et d'actions engagées par le réseau. On a acté le fait de produire un kit de communication à destination des artisans émetteurs de micropolluants et des particuliers pour les sensibiliser au sujet. Donc, si vous avez bien compris, l'idée, c'est au lieu que chaque collectivité prenne du temps pour rédiger ce kit de communication ou ces kits de communication, c'est l'animatrice du réseau qui va s'en charger. On a produit récemment, ou c'est en cours, plutôt, c'est quasiment finalisé, le réseau a produit une trame type de questionnaire pour contacter les entreprises qui ont été identifiées lors du diagnostic amont comme de potentiels émetteurs. Et grâce à ce questionnaire type, ça vous permettra d'identifier quels sont effectivement les industriels effectivement émetteurs de micropolluants. Et pour ces industriels que vous aurez identifiés comme émetteurs de micropolluants, le réseau a produit une convention type de raccordement qui intègre un chapitre micropolluant pour vous aider à le rédiger et intégrer cette thématique dans les conventions de raccordement. Et dernière info concernant l'actualité du réseau micropolluant, au mois de mars, Aquanova va organiser un webinaire afin d'aborder le principe d'achat durable, c'est-à-dire comment faire évoluer votre service achat pour intégrer l'enjeu micropolluant lors de vos futurs achats de fournitures. Alors, une info, c'est pour vous aider à mieux appréhender ce sujet, l'agence de l'eau a mis en ligne fin 2023 sur son site un dossier assez complet dédié aux micropolluants qui recueille des documents de référence d'ordre technique et réglementaire. Je vous ai mis le lien pour y accéder. Ce dossier est divisé en 7 grandes rubriques: la politique de Loire-Bretagne, du ministère en termes de micropolluants, troisième tiré, les micropolluants dans les milieux aquatiques. On vous a également mis le lien vers les 3 réseaux que sont le GREI, réseau d'échange, le GREI, l'ASCOMAD et Aquanova. Donc, c'est des réseaux qui vous permettront d'avoir une mine d'informations sur le sujet, notamment le GREI et l'ASCOMAD qui sont des réseaux anciens sur le sujet. On a aussi une rubrique plutôt technique pour vous aider à réaliser les campagnes RSDE, le diagamon et le plan d'action. Enfin, une rubrique documents réglementaires. Et enfin, une dernière rubrique, on a recensé les événements et les rencontres à notre connaissance sur cette thématique micropolluant dont vous pouvez prendre connaissance en replay.
Alors, afin de pouvoir financer l'ensemble des opérations que nous venons de vous présenter, le conseil de l'administration de l'Agence de l'eau a voté une enveloppe financière qui s'élève en jaune à 2 430 millions d'euros, donc 2,4 milliards d'euros, pour les 6 années du programme. Donc, nous concernant sur la droite de l'écran, la lutte contre les pollutions domestiques, l'enveloppe dédiée sur les 6 années est de 699,4 millions d'euros, soit 28% de l'enveloppe globale. Alors, rapidement, je vais vous parler très rapidement de l'outil rivage, c'est-à-dire que maintenant, pour pouvoir prétendre à des aides, il faudra déposer votre demande d'aide sur un nouvel outil, l'outil rivage. Donc, on ne va pas développer aujourd'hui son fonctionnement. Vous pourrez revisionner la présentation déjà faite le 10 janvier ou vous inscrire à la séance de rattrapage du 7 février. Juste très rapidement, un point concernant quel est le point d'entrée pour vous, thématique assainissement collectivité dans Rivage. Donc, quand vous arrivez dans Rivage, il faudra cliquer sur la thématique T01, assainissement des collectivités, et vous aurez alors à disposition 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dispositifs pour saisir votre demande d'aide. Je ne sais pas si je les relis là. D1, vous avez les études. D2, l'animation thématique. D3, la communication. D4, le traitement en station des eaux usées et y compris des boues d'épuration. D5, les opérations groupées de réhabilitation des branchements en domaine privé. La D6, l'autosurveillance sur la partie équipement. Et le dispositif 7 pour les travaux réseaux eaux usées en domaine public. Pour la partie de Vincent eau pluviale, l'entrée dans Rivage se fera via la thématique T04, eau pluviale et nature dans les villes et villages. Là aussi, 6 dispositifs. Vincent, il n'y avait pas une petite astuce à donner, une petite info sur le D6? Le 6e, il est plutôt à prendre sur la thématique 1. Ce qu'on a dit tout à l'heure, les opérations de déconnexion des eaux pluviales, elles sont à joindre aux opérations de mise en conformité des branchements qui sont prises sur la thématique 3 sur le dispositif de la thématique assainissement, thématique 1. Et on prendra sur ce dispositif eau pluviale et nature, sur cette thématique uniquement les opérations qui visent que les eaux pluviales. Et dans ce cas-là, les modalités sont plus exigeantes que sur le dispositif assainissement. Il vaut mieux aller sur le dispositif assainissement et la thématique 1 pour les opérations collectives. Très bien. Voilà, sinon, c'est les mêmes sujets. Okay. Bien, nous en avons fini avec la présentation du PowerPoint. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur la partie eau pluviale ou station réseau? Alors, on a répondu si vous avez encore des questions, on essaie de répondre par écrit à la plupart des questions. Alors, ça continue, donc on peut... Je peux venir avec moi si vous voulez, les garçons. Les unités de carénage, il faudrait que vous preniez contact avec le responsable des aides à l'industrie de votre délégation territoriale. C'est une thématique, effectivement, qu'on a étudiée à l'agence. Il y a des études, je ne me souviens plus, j'ai travaillé sur le sujet il y a quelques années, mais effectivement, on est prêt à accompagner des opérations sur les aires de carénage de bateaux. Mais ça, il faut voir, c'est plutôt sur les modalités industrie qui s'appliquent. Est-ce qu'une station d'épuration dimensionnée pour traiter le volume des eaux usées d'une population estivale gonflée des ratios de 8 à 10 sur un littoral est adaptée pour traiter le volume 10 fois moindre que la population sédentaire? Voilà. Cette configuration existe-t-elle aujourd'hui? Et si oui, comment est-elle traitée techniquement? Le problème et à quel coût par usager domestique? Alors, j'en sais rien. Je ne sais pas. Elle est conçue pour avoir effectivement une augmentation saisonnière. Oui, tout à fait. Oui, effectivement. Il y a des ouvrages pour la partie saisonnière. Tout à fait. Oui, on adapte effectivement, on accepte de financer une capacité épuratoire qui correspond effectivement à des pointes d'activité estivale. Les établissements d'accueil des touristes payent
leur eau et leur redevance qui permet de financer cela. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Oui, oui. Il n'y a pas de piège, effectivement. Non, non. Il n'y a plus de questions. Eh bien, écoutez, on va vous remercier. C'est ça, je vous remercie au nom de Clémentine, Bertrand et Vincent. Merci pour votre présence en nombre. N'hésitez pas à vous retourner, hein, à poser des questions à nos collègues en charge des collectivités On peut au en sein des conclusion vous délégations. passer le petit film qu'on n'a pas passé tout à l'heure. Je ne sais pas, Erwan, si maintenant Technique, tu l'as, ça devrait aller. sachant qu'ils auront une étude, un sondage de satisfaction. Après. Alors oui, Voilà. effectivement. Hein, Quand vous fermerez, dès que vous vous déconnecterez, vous aurez effectivement une enquête de satisfaction très courte de 3 questions. Donc, merci de prendre un peu de temps pour y Finissons répondre. sur les eaux pluviales gérées par la nature en ville, à Rouen peut-être. Un film, puisqu'il nous reste un petit quart d'heure. C'est une vidéo de 2 minutes, 1 minute 48. Sinon, on vous enverra le lien, mais le lien est plus large sur toutes les solutions fondées sur la nature. Mais... Depuis 2009, le syndicat qui gère l'eau de 42 communes autour de Roanne a misé sur la gestion intégrée des eaux pluviales, une solution innovante qui permet à l'eau de s'infiltrer là où elle tombe. Jardin de pluie, toiture végétalisée, massif infiltrant, nous enherbés et fleuris, la nature réinvestit la ville. Alors là, on se retrouve sur le parvis d'une école maternelle. Avant, c'était que du goudron. Et donc, il y avait vraiment cette volonté de créer des espaces enherbés, végétalisés, des espèces qui soient résistantes par temps sec et par temps de pluie. Et en fait, vraiment, la volonté des élus de notre territoire, c'est vraiment de rapporter de la nature en ville et de la biodiversité. On est en milieu résidentiel. Donc avant, on était sur une largeur totalement goudronnée, imperméabilisée, avec des grilles et des avaloirs. Et maintenant, on est sur une noue plantée, enherbée et même avec des arbres. La pente de la voirie a été modifiée pour que les eaux ruissellent dans l'ouvrage. En fait, l'eau, du coup, est stockée et s'infiltre en fait tout doucement dans le sol en fait. On voit derrière nous en fait toute une série en fait de bassins d'infiltration, des grands espaces verts qui récupèrent et les eaux de toiture de la salle des fêtes et de la salle de sport et qui récupèrent aussi les eaux de ruissellement du parvis et une partie de la voirie. À Roanne, désormais, la gestion innovante des eaux pluviales est intégrée dans tous les projets. On demande aux élus et même aux habitants en fait, de retrouver l'eau en surface. C'est un changement de paradigme, un changement de culture, c'est un peu novateur. Et du coup, il y a beaucoup de travail à faire, de sensibilisation, de communication, qu'il faut se lancer en fait et pas avoir peur. La nature est là, il faut apprendre à vivre avec elle, à s'adapter. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de belles réalisations. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit au siège et vos collègues référents habituels. Demain, ça continue. Il y a aquatique et rivage. Et rivage, tout à fait. Merci, au plaisir. Merci beaucoup.